Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle critique d'un film de Disney qui clôt totalement les années 90, Fantasia 2000 de Hendel Butoy, mais pas que, il y a aussi les frères Brizzy, Eric Goldberg, Donna Hahn et plein d'autres. C'est la suite, entre guillemets, de Fantasia, sortie en 1940, produite par Roy Edward Disney selon le souhait de son oncle Walt. Il a coûté 80 millions de dollars, il en a rapporté 100 environ. Il dure 1h15 et qu'est-ce que Fantasia 2000 nous présente? Eh bien avec ce film, les productions Disney signent un long métrage extrêmement ambitieux puisqu'il s'agit quand même de la suite de Fantasia qui était pour l'époque, les années 40, je vous renvoie à ma critique, un film d'une grande beauté mais aussi un film complètement incompris. Presque 60 ans se sont écoulés entre les deux opus et Fantasia 2000 suit donc les traces de son modèle puisqu'il se décompose lui en plusieurs séquences animées, 8 au total, illustrant 8 morceaux de musique classique qui sont assez connus. Chaque séquence est précédée d'une courte présentation par les artistes ayant travaillé pour les studios Disney. C'est une suite qui sort au cinéma, c'est très rare, surtout avec l'avalanche des suites qui suivent fin des années 90 et pendant toutes les années 2000. Ce Fantasia-ci se veut avant tout un hommage à son prédécesseur. Et je crois qu'il est nécessaire, pour vraiment bien l'apprécier et savoir d'où il vient, de le remettre en perspective. Alors comme le premier c'est un recueil, voilà, il dure 1h15 le film, alors que le premier faisait 2 heures, donc il y a déjà peut-être un déséquilibre pour cet hommage, mais au-delà de ce petit écart de durée, dès l'ouverture du film, on reprend les mêmes ficelles que son aîné de 1940. On a une musique super connue, et le but du film, c'est de nous raconter des histoires, qu'elles soient abstraites ou comprises de tous. C'est la symphonie numéro 5 de Ludwig van Beethoven qui commence, un dessin animé complètement abstrait. On explore le monde de la lumière et des ténèbres. Une animation qui a traîné un petit peu du pied, les images ont été rejetées. Mais il y a après un directeur artistique qui est arrivé à la rescousse, Pixot Hunt, qui trouva la solution en utilisant l'expressionnisme abstrait pour représenter le combat entre le bien et le mal à travers des formes rappelant vaguement les papillons et les chauves-souris. Grâce à la technique des pastels, il arrive à restituer une lutte assez bluffante entre les couleurs et le noir. Il y a aussi un énorme travail de caméra multiplane. On sent qu'il y a vraiment eu un travail pour cette première séquence. Ils ont observé des papillons pour n'en garder que les silhouettes. Chaque dessin est fait à la main et a été scanné, puis mis par ordinateur pour être après digitalement manipulé. On mélange avec Fantasia 2000 l'animation 2D et 3D pour obtenir un résultat assez enthousiasmant. Elle est très puissante cette introduction, mais elle nous donne peut-être l'impression de se presser un petit peu. La séquence est superbe, mais elle est trop courte, et c'est même l'impression qu'on a sur le film en général. Tout est plus court pour correspondre peut-être, et j'ai envie de dire malheureusement, à l'époque où on a la télé et on ne fait que zapper continuellement d'une chaîne à une autre. Le film ne prend pas le temps de se placer, il va trop vite. Cette sensation de rapidité est quand même un petit peu désamorcée par le morceau suivant qui sont les Pins de Rome de Ottorino Respighi, je pense que je prononce mal, mais c'est un superbe morceau que je ne connaissais pas, dans lequel des baleines nagent entre les icebergs et volent au-dessus de l'océan glacial. C'est magnifique. Rome implique pourtant un lieu spécifique, mais Disney a tout changé et l'action se passe dans un des pôles. Ça apporte une confusion auprès du spectateur et à la fin on a une espèce de crescendo de fou avec la musique qui devient de plus en plus épique et le visuel est aussi très différent de ce à quoi nous nous attendions et c'est très troublant, mais c'est une partie qui est superbe mais très étrange aussi. Nous avons ensuite peut-être la partie la plus connue de Fantasia 2000, c'est Rhapsody in Blue de George Gershwin, séquence supervisée par Eric Goldberg, c'est celui qui s'est occupé du génie dans Aladdin, donc c'est vraiment un grand monsieur, avec une façon de dessiner, un graphisme inspiré du caricaturiste new-yorkais Al Hirschfeld. Une sorte de film choral, ça je crois qu'on peut le dire, en montrant des destins croisés d'un ouvrier noir passionné de jazz,
d'un chômeur affamé et au bout du rouleau. D'ailleurs, je trouve ce chômeur, il est tellement sympathique. On a tellement envie de l'aider. Un brave homme tyrannisé par son épouse et une pauvre petite fille riche à l'emploi du temps bien trop chargé. Et un parallèle de toutes ces histoires va être opéré et dont les actions se croisent parfois. C'est une très grande réussite, c'est très ambitieux, les transitions sont excellentes, il y a des partis pris esthétiques qui sont importants et qui sont réussis. Mais le dessin, des fois, n'est pas très précis. C'est la caricature, bien entendu. Hein. On montre notre société et la rapidité de cette société. Et encore une fois, nous retombons dans cette idée de rapidité. C'est un rare moment dans le long métrage où on est dans un milieu contemporain. C'est un projet, d'ailleurs, ça j'étais un peu surpris, qui n'était pas prévu. Mais l'animation de la séquence est décidée au dernier moment. Non mais ça c'est trop épique. Les animateurs qui étaient prêts à faire donc Kingdom of the Sun, hein, l'actuel Cusco. C'était un projet, j'en parlerai quand je parlerai de Cusco, mais Kingdom of Sun, ça devait être une espèce de gros machin complètement fou, mais ça venait pas parce qu'il y avait des réécritures, enfin ça marchait pas. Voilà, et donc il y a une grosse réécriture qui donna plus tard Cusco. Et Rhapsody in Blue, ça donna du boulot aux animateurs qui étaient en stand-by, et Dieu merci. La synchronisation avec la musique est très impressionnante, ça marche super bien, ça c'est un super morceau, il faut vraiment regarder ce morceau-là. Hein. Nous avons ensuite le concerto pour piano numéro 2, Allegro de Dmitri Shostakovich, une illustration de l'histoire du petit soldat de plomb de Hans Christian Andersen, avec des personnages principaux animés par ordinateur sur des backgrounds qui, eux, ne sont pas faits par ordinateur. Ça donne un rendu assez étrange, mais encore une fois, un parti pris esthétique bien précis, avec un petit soldat bien énergique, bien expressif, un pantin dans la boîte, c'est très méchant, et je crois une petite bergère, ou une danseuse étoile, je crois que c'était une danseuse étoile, qui est aussi très délicate. J'étais moyennement emballé, je pense que c'était l'emballage esthétique qui m'a un petit peu refroidi. C'est bien sûr une des prouesses qui sont toujours très impressionnantes. Hein. Je vous conseille de regarder celui-là, particulièrement réussi quand le petit soldat arrive dans les égouts. Je trouve que c'est très très bien fait, mais c'est pas forcément celui dont je me souviens immédiatement. De même que le suivant, le Carnaval des animaux, final, de Camille Saint-Saëns, si je le prononce bien, un flamant rose qui s'amuse avec des yo-yo et qui crée plein de problèmes avec ses congénères. Je trouve que c'est vraiment inutile, c'est un délire. Voilà, c'est sympa, c'est très court, mais je trouve quand même que c'est un petit peu inutile, et je pense que c'est avec des délires comme ça que Fantasia 2000 a un petit peu de mal auprès du public. Nous avons une reprise de la séquence du premier Fantasia, L'apprenti sorcier, de Paul Dukas, un segment retenu qui est peut-être le plus mémorable de tout Fantasia premier du nom, une image qui a beaucoup de grains, c'est bien normal aussi. Les personnages semblent un petit peu plus fins, mais l'ordinateur ne peut pas faire grand chose pour les textures de fond. En attendant, ça reste toujours un superbe morceau, L'apprenti sorcier, le mythe du golem, ici ce sont des ballets, toujours un très beau morceau. Nous avons ensuite un morceau qui m'a beaucoup touché, c'est Pompe en circonstance, des marches de 1 à 4 de Sir Edward Elgar, un morceau dans lequel Donald et Daisy aident Noé à rassembler les animaux avant le déluge. Beaucoup de designs d'animaux sont repris des autres Disney. C'est presque, j'ai l'impression, un bilan esthétique animalier. C'est un morceau des plus amusants et des plus surprenants. C'est une superbe animation. Donald, en assistant de Noé, ça faisait très longtemps qu'on n'avait plus vu Donald. Vraiment, quand j'avais revu celui-là, je me suis dit « Ah, Donald !» On croirait à un de ces courts-métrages de Disney classiques qui marchent beaucoup, bien sûr, sur la gestuelle cartoon, et aussi une très belle musique. C'est ultra émotionnel. À la fin, alors là, on peut verser des larmes, il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, je l'ai fait quand Donald balaye l'entrée et qu'il croit que Daisy n'est plus là. Et il tombe sur le médaillon de Daisy. Et là, c'est terrible. Ça m'a tellement touché. Même si le chant de la femme, je crois que c'est Kathleen Battle, est un petit peu trop fort par rapport à l'orchestration. À un moment, je trouve d'ailleurs même que ça sonne faux. Je ne suis pas un spécialiste, hein, ce n'est que mon avis de spectateur, mais malgré aussi ce petit défaut de ce chant, ça reste une superbe séquence qui se termine très très bien. Vraiment une belle séquence menée de main de maître. Nous terminons Fantasia 2000 avec l'oiseau de feu,
la version de 1919 de Igor Stravinsky, un hymne à la force de la nature contre le mal, l'oiseau de feu, un final, mais vraiment le final, le cycle de la vie, une apothéose du film pour les critiques, et bien sûr la meilleure partie parce qu'elle est française. Ce sont les jumeaux Paul et Gaëtan Vrisi de Walt Disney Animation France qui se sont chargés de l'animation, avec des personnages encore mélange entre 2D et 3D. Les cornes du cerf par exemple sont des rendus en CGI sur l'animation de dessin à la main. Personnellement, j'aurais peut-être souhaité comme finale le précédent morceau, mais celui-ci est quand même assez impressionnant et fait écho au dernier morceau du premier Fantasia. C'est quand même assez semblable émotionnellement, je trouve, à La Nuit sur le Mont Chauve et Ave Maria. Le morceau commence sur la destruction, le mal destructeur, c'est l'oiseau de feu, et après nous avons la renaissance avec le bien, la nature qui triomphe du mal. L'esprit, c'est la vie, et qui crée et embellit la nature. Tout ce qu'elle touche autour d'elle fleurit. Le problème avec celui-ci, c'est qu'on n'enchaîne pas de façon neutre les morceaux. On a des interludes intempestifs, insupportables, avec pour commencer Steve Martin, qui est censé être drôle, mais ça marche pas. Les intervenants sont chiants. Mais arrêtez de parler, envoyez les morceaux. Dans le premier, on avait une simple présentation, très sérieuse, très sobre, et là nous avons une introduction de célébrité, ça sert à rien, ça casse le rythme de la dramatisation du long métrage. C'est sûr que ça a gonflé le budget du film, hein, si les mecs ils ont été payés, hein. Non mais voilà, ça c'est du gaspillage total, je trouve ça très très dommage. Maintenant que j'ai un peu parlé de chaque morceau, eh bien nous allons parler de l'histoire, parce que ce film a aussi une histoire, j'aurais pas cru, mais si, une énorme histoire de conception. Walt Disney souhaitait, au début du développement de Fantasia, faire un spectacle cinématographico-musical évolutif, c'est-à-dire un film présenté à intervalles réguliers, avec de nouvelles séquences, reprises ou non, par la suite en fonction du succès obtenu. Un film qui évoluerait dans les années à venir, c'est-à-dire en 1940 on aurait le premier Fantasia et en 1950 on aurait un deuxième Fantasia avec des séquences qui sont restées et des séquences qui sont parties. On aurait un public qui ne verrait jamais le même film, une nouvelle façon de voir un film, le faire évoluer sur des années. Il y avait d'ailleurs un fragment qui n'avait pas été pris dans l'original, je crois que c'était Clair de Lune ou quelque chose comme ça, une œuvre avec un très très long plan en multiplane qui est ahurissant de beauté, de technique, qui n'avait pas été retenu et qui peut-être dans une version ultérieure qui aurait pu peut-être être intégrée, mais cette idée est formidable. Mais c'est un truc de malade, je sais pas si vous vous rendez compte. Mais un film, on va dire que vous, dans les années 2000, vous avez vu Fantasia 2000. Et puis tout d'un coup, dans les années 2010, il y a un nouveau Fantasia avec des séquences que vous avez connues, on va dire Rhapsody in Blue, qui est resté, et d'autres séquences qui ont été rajoutées, et bien sûr qui font évoluer la technique du cinéma. Donc on aurait, imaginez, de 1940 jusqu'à maintenant, on aurait eu peut-être tous les 10 ans un nouveau Fantasia. Ça aurait laissé une trace de l'évolution de l'animation sur des années. Mais c'est dire, au niveau du patrimoine cinématographique de l'animation, mais c'est une des plus belles idées que j'ai jamais entendues. Je ne sais pas si vous comprenez l'ambition démesurée et géniale, formidable de Walt Disney quand il a pensé ça. Mais c'est grandiose. D'ailleurs, je vais vous citer un petit morceau de ce que disait Walt Disney à propos de ce film. Le temps n'a pas prise sur Fantasia. Il peut s'exploiter pendant 10, 20 ou 30 ans. Même après que je sois parti. Fantasia est une idée en lui-même. Je ne peux pas faire un autre Fantasia. Je peux l'améliorer, voilà tout. Et c'est tout à fait ça. Ce serait un film évolutif. C'est un principe qui explique que la sortie initiale américaine du film eut lieu sous la forme d'un spectacle itinérant à la fin des années 40. Mais le problème, et pourquoi nous n'avons pas eu cette idée grandiose, comme je dis, c'est que la forme elle n'était plus au public et que la tournée fut stoppée. Le film fut alors distribué sur le territoire américain par la RKO le 29 janvier 1941 et si le premier film fut bien mené à terme, l'idée d'évolution fut en revanche abandonnée. En 1974, un nouveau projet nommé Musicana avait cette idée d'explorer la culture du monde en musique à travers leur composition musicale. Mais ça a été laissé tomber au début des années 80. Et dans les années 90, eh bien, le neveu de Walt, Roy Disney, reprit le concept et lança la production de Fantasia 2000. Le film commença par des choix de musique. D'abord 3 morceaux de l'original ont été maintenus pour garder l'idée de Walt,
Mais au final, c'est juste l'apprenti sorcier qui s'en est sorti. Avec bien sûr un remplacement, comme je disais, de dernière minute, comme je le disais, Rhapsody in Blue, devinez ce que ça a remplacé? La danse des heures. Voilà, et c'est un travail qui commençait en 1991. Pour trouver déjà un remplaçant, à Léopold Stokowski, et ils ont choisi James Levin, qui avait 28 ans de carrière. Le début de l'enregistrement commença en 1993. Il y a eu 5 enregistrements avec l'orchestre de Chicago. 110 musiciens participèrent au projet et le film fut plusieurs fois repoussé de 1997 à 1999. Un projet comparé à Waterworld ou Titanic, des phases de production qui sont des gouffres financiers titanesques. Ça a été repoussé encore au début du nouveau millénaire et c'est pour ça qu'il s'appelle Fantasia 2000. Pour moi, c'est vraiment, mais vraiment une démo technique de Disney, qui a bien fait de garder ce film en projet comme il a bien fait de sortir le premier film. C'est vraiment une vitrine pour nous montrer où nous en sommes au niveau de l'animation. Après une décennie d'expérimentation graphique, avec que des succès, eh bien, on donne la liberté aux artistes. Et ce film montre la limite esthétique de ce qui va être transcendé par les techniques d'animation par ordinateur avec la fin des années 90, Toy Story, le cinéma de synthèse contre le cinéma d'animation traditionnel. Un grand enjeu de ce film, c'est de montrer que la technique traditionnelle d'animation a encore de la gueule, le dessin. Ce que le dessin a pour lui, que le numérique n'aura jamais. Des techniques différentes, le crayon, le pastel, les traits brouillons, comme les films de Reiterman, les mouvements fluides des années 90, la multiplane, les films hybrides des années 2000. Alors que le CGI, ça restera toujours du CGI. Et je pense que ce film est à voir dans cette optique-là. Voir ce que le dessin peut procurer comme sensation par rapport à une image 100% en synthèse. Il y a eu, bien sûr, pour ce film, beaucoup d'innovations, particulièrement l'utilisation de l'ordinateur. Et pour Disney, c'est l'occasion ou jamais d'en mettre plein les yeux aux spectateurs. Et dans cette optique, ils ont fait une sortie, et ça c'était une nouveauté incroyable, une innovation, encore une, eh bien ils ont fait une sortie de ces films en IMAX. Ce film a été prévu en IMAX, c'est un des premiers films de fiction diffusés dans les salles IMAX. Le problème, c'est que ces salles sont beaucoup plus présentes dans les musées et dans les parcs d'attractions, mais Los Angeles aura sa salle IMAX. Et il y avait 50 salles IMAX aux États-Unis à cette époque. Maintenant, il y en a plus de 300. Vous voyez un peu la différence. Maintenant, l'IMAX est beaucoup plus démocratisé, mais à l'époque, c'était quand même assez rare. Et donc, ce film a été projeté dans ce format géant pendant un temps. Ce qui a amené, je pense, 2-3 innovations au niveau du son. Parce que l'IMAX, c'est aussi une configuration sonore extrêmement forte et extrêmement bonne. Ce qui donnait aussi l'impression, quand Mickey court chercher Donald, on avait l'impression qu'il courait vraiment dans la salle parce qu'il jouait avec toutes les enceintes. Beaucoup de gens ont reproché à ce film, par exemple, les choix de séquences qui sont certes des morceaux classiques mais qui ne sont pas forcément pertinents. Il y a peut-être moins de qualité, c'est moins mature, ça c'est certain. C'est pour ça que il n'est pas nul, loin de là, par rapport à ce que beaucoup de gens disent, mais il est aussi quand même un petit peu décevant. En fait, ce film a été aussi critiqué que le premier dans les années 40. Celui des années 40, je vous invite à voir ma critique sur ce film, il s'est fait démolir. Et celui-là, c'est exactement la même chose. Je n'ai pas lu des commentaires très tendres concernant ce film. Il a été un échec commercial comme le premier. Mais avant tout, c'est quand même une belle démo technique entre baleines évoluant en 3 dimensions et flamants roses peints à la main. Le sérieux de la création du monde et son évolution, et le gaguesque carnaval des animaux en tutu laisse place au créationnisme biblique qui est un oiseau qui fait du yo-yo. Le célèbre critique Roger Ebert, un grand critique américain, qualifiait ce film de puissant et de splendide divertissement. Et je pense qu'il faut terminer cette critique sur cette magnifique note de Roger Ebert. Je te remercie, Roger. Quant à moi, je pourrais lui mettre... je sais pas, j'ai envie de lui mettre un 15, mais il y a quelque chose qui m'en empêche. Je pense que c'est aussi qu'il n'y a pas assez de séquences. C'est que le film est trop court. Et pour cela, je lui mets un 14,5 sur 20. Mais ça reste un film à voir. C'est pas parce que comme ça, je mets une note que c'est pas un film à voir. C'est un film moderne, qui est vraiment magique. C'est une nouvelle version qui, bien sûr, n'atteint pas la féerie du premier film, qui est mythique. Mais c'est un divertissement pour toute la famille et c'est un type de divertissement qui n'a jamais été vu
et qu'on ne reverra peut-être plus jamais. Donc je pense que c'est très important. Ce genre de film qui mêle des tonnes de techniques dans un recueil fantastique pour toute la famille et quelque chose vraiment d'un studio qui aime l'animation, vous ne verrez peut-être plus jamais ça de votre vie. C'est peut-être le dernier représentant de cette façon de faire. Les films de recueil sont très très rares aujourd'hui. Il y en a vraiment très peu. Je pense par exemple à, je sais plus comment ça s'appelait, 3 fois 3D ou quelque chose comme ça, sur 2 ou 3 moyens métrages faits par des réalisateurs assez connus sur l'usage de la 3D. Par exemple, ça c'est une super idée, mais il y a très très peu de recueils de ce style-là, qui ont autant de panache, qui ont autant d'argent. Donc je vous invite vraiment à regarder Fantasia 2000. Ceux qui avaient des critiques et qui ne l'avaient pas vu, je vous invite vraiment à le voir. Il y a plein de choses qui sont à enlever, mais il y a aussi des choses à se remémorer et à garder dans son cœur. Et quant à moi, je trouve que c'est vraiment un super dessin animé. J'espère que ma critique aura défendu ce film, qu'elle vous aura donné envie de le regarder. N'hésitez pas à poster des commentaires pour me dire ce que vous attendiez de ce film, si vous l'avez vu, si vous avez adoré, ou si vous voulez le critiquer, que vous n'aimez pas, que vous préférez garder le premier. Eh bien, n'hésitez pas à poster des commentaires. Je suis de toute façon, et je vous le dis à chaque vidéo, ravi de vous voir, de lire les commentaires, de vous répondre aussi autant que faire se peut. Et quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!